C'est l'heure du Congo, Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission, l'heure du Congo, bien sûr. Cette émission est essentiellement consacrée à la fondation Juma Bin Kiboya. Vous allez constater avec moi, et nous allons constater ensemble que les décors ont changé. Et aussi au niveau de la présentation, il y a un changement. Le pourquoi, vous le saurez. Aujourd'hui, je l'ai dit en prélude, nous allons parler de la fondation Juma Bin Kiboya. Nous recevons pour vous aujourd'hui le présentateur de chaque jour, Benz Bonakawa, à qui j'ai dit rapidement bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment vous allez? Très bien, très bien, Dieu fait grâce. Vous asseoir aujourd'hui au fauteuil de l'invité, ça vous fait comment? Non, mais ça me fait un grand plaisir parce que la science que nous avions apprise fait de nous des polyvalents en quelque sorte. Donc, si on n'est pas journaliste, on peut se présenter sous d'autres casquettes et ça me fait un grand plaisir. Aujourd'hui, nous vous recevons en qualité de directeur de communication de la fondation Juma Bin Kiboya. Effectivement. Alors, parlez-nous de la fondation Juma Bin Kiboya. Très bien. C'est vraiment sous cette casquette-là que je me présente sur ce plateau de l'heure du Congo. D'ailleurs, je pense que la fondation que je représente et l'émission qui a pour dénomination l'heure du Congo rime. Okay. J'irai même plus loin. La chaîne même où cette émission est en train d'être enregistrée, qui est le peuple d'abord, en tout cas ça fait vraiment une harmonie. C'est une façon de dire que dans la vie, nous avons tous des occupations qui prennent nos journées, nos temps, nos moments les plus forts, mais on doit penser toujours à un moment où il faut réfléchir Congo, il faut écouter Congo, il faut parler Congo. Et maintenant, nous sommes en train de parler d'un domaine qui est vraiment essentiel, je dirais même nécessaire, pour la vie du Congo, c'est le domaine du social. C'est ce domaine-là qui est responsable, je dirais, de la mise sur pied de cette structure que je représente aujourd'hui sur ce plateau, qui est la fondation Juma Bin Kiboya. Par définition, monsieur le journaliste, on appelle fondation une structure ou une organisation ou une personne physique, je dirais une personne morale, qui a pour objet l'affectation de ses biens, de ses droits, je dirais même de ses ressources pour des œuvres qui profitent à la communauté. Alors, allez-y comprendre que nous sommes ce genre de structure qui est proche de la population ou ensemble avec la population pour lui rendre ce que nous avons comme patrimoine, ce que nous avons comme bien, ce que nous avons comme ressources, bien entendu, pour son salut. Et c'est une contribution active parmi tant d'autres qui existent au Congo, mais la nôtre a une particularité, c'est que c'est la fondation Juma Bin Kiboya, ce n'est pas une autre fondation. Nous allons y revenir sur vos objectifs et tout ça. Alors nous voulons d'abord parler du fondateur de cette fondation, bien sûr. Est-ce qu'il a un nom? Vous pouvez nous donner le profil du fondateur de cette structure? Très bien. Dans mon introduction, je disais que pour créer une fondation, il faut préalablement avoir un patrimoine à mettre à la disposition des bénéficiaires de l'existence de la dite fondation. Donc, le détenteur de ce patrimoine est bel et bien l'initiateur de la fondation, qui d'ailleurs porte son nom. Okay. Donc, quand on dit Juma Bin Kiboya, il s'agit de monsieur Juma Bin Kiboya, qui a initié cette fondation qui porte son nom et qui est en train de mener des actions, je dirais, salvatrices pour la République démocratique du Congo. Mais, souffrez que je vous parle brièvement de cet homme qui m'a beaucoup surpris par son intelligence, sa sagesse, sa maîtrise du monde et son goût, je dirais son souci d'aller en rescousse aux personnes faibles ou aux pauvres. Juma Bin Kiboya est le fils de son père et de sa mère. Fort malheureusement, il n'a pas eu droit à grandir dans des conditions dans lesquelles nous autres nous avons grandi. Il n'a pas eu la chance de connaître son père. Selon les informations à notre possession, son père l'a laissé
encore dans les ventres de sa mère. Donc sa mère avait une grossesse de 3 mois. Son père a quitté la terre des hommes. Et après la naissance, sa mère a dû l'élever dans des conditions vraiment précaires. Une femme, une infortunée, commerçante d'huile de palme et de tous les petits objets, épices et consorts, dans un petit marché reculé, avec un fond pas tout à fait d'élégance. Brave qu'elle était, elle a pu quand même élever son enfant. Vous savez le fond? Dans des conditions... Non, non, mais... tous on sait, hein. Vous savez, on y reviendra peut-être. Pas plus tard qu'hier, j'étais dans la commune de Massina, où j'ai été dans le cadre de mon travail pour le compte de la fondation. J'ai vu une dame en train de vendre de noix de palme. Je me demande d'abord, c'est qui les clients? C'est quoi le coût? C'était environ 50 francs par pièce. Ben, je me demande, elle vendra combien de pièces par jour? Et son fonds de commerce est de combien? Alors, même si elle vendait 10 000 francs, 20 000 francs par jour, c'est pour que ça lui rende quel service? Alors qu'à la voir, elle était mère, certainement elle doit payer le loyer et toutes les autres dépenses de la vie. Je me dis, au Congo, il y a des gens qui vivotent au lieu de vivre. Ce n'est pas de leur faute, c'est la conséquence, bien entendu, de tous les événements malheureux dont notre pays est victime, selon que l'histoire nous renseigne. Alors, je joins cette réalité que j'ai vue hier à la réalité, puisque je n'étais pas là, mais je fais une allusion à la réalité vécue par la maman de celui qui est aujourd'hui mon président, mon patron, Djouma Bin Kiboya, pour élever son garçon. Alors, Monsieur Djouma a commencé à aider sa mère à assurer cette activité commerciale dans un petit marché reculé. En aidant sa mère, il a pu avoir un peu de lucre, un peu de moyens, dérisoires d'ailleurs. À l'heure actuelle, on pourra parler par exemple de 20 $, 30 $ américains, avec lesquels il a eu à s'acheter du pétrole ainsi que de mazout. Nous connaissons l'activité même ici à Kinshasa, donc il y a des enfants, faute d'une vie aisée ou nantie, ils se débrouillent pas mal en vendant par exemple du pétrole ou du mazout. Tout a commencé là. Alors, un garçon organisé, objectif, ambitieux, sérieux, notamment dans la gestion de ses revenus, s'est comporté en grand homme jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui quelqu'un qui peut aller en rescousse aux gens qui sont en difficulté. Et il s'est présenté des moments où, après avoir observé la société, Djouma Bin Kiboya a dit « Tout ce que je gagnerai dans ma vie, je le mettrai au service des infortunés, au service des nécessiteux, au service des pauvres, afin que la pauvreté cesse d'être vraiment une réalité qui entrave même le bien vivre de ses frères, de ses compatriotes congolais que nous sommes tous. Donc voilà, c'est ça le profil de Djouma Bin Kiboya, qui est aujourd'hui, bien heureusement, le président et l'initiateur de la fondation Djouma Bin Kiboya. On a compris, madame, messieurs, que le fondateur Djouma Bin Kiboya n'est autre que un orphelin de père, vous avez dit cela. Effectivement. Alors, qui a du cœur, qui a le cœur et qui pense aux autres, nous allons dire ça. Oui, alors, je voudrais même commenter ce que vous dites là. Okay. Vous savez, nous sommes habitués à rencontrer sur notre chemin, très souvent, des personnes qui vous disent ben écoute, ngapena Kemba. Il y a même des parents comme ça, hein, des oncles, quand vous allez le chercher par exemple pour vous payer les frais de scolarité ou les frais académiques, ils vous glissent une phrase du genre nous on faisait les pieds, c'était 12 km pour atteindre l'école, alors vous voulez la yoyote, vous voulez la chouchoute, ce n'est pas le cas. Non, dans la vie, il y a toujours un précurseur qui découvre, qui souffre pour les saluts des autres. Le Christ en est l'exemple, même les autres maîtres de toutes les tendances spirituelles que nous connaissons, Muhammad, Mfumukimba, Angwe, consort, ce sont des gens qui se sont donnés pour les saluts des autres.
Aujourd'hui, au Congo, on n'a pas assez de personnes qui réfléchissent dans le sens, là où je suis tombé, je dois aplanir la route pour que ceux qui viendront après moi ne puissent pas connaître le malice que moi j'ai connu. Alors, pour Djouma, c'était ça l'état de conscience. C'est-à-dire, moi j'ai souffert, je devais vendre peut-être de l'huile de palme à côté de ma maman. Je devais l'aider à emballer ses colis pour aller placer soit dans un dépôt, soit dans une chambrette de fortune à la maison. Et désormais, à chaque fois que je rencontrerai les personnes qui se retrouveraient dans la même situation, je dois aller poser des actions qui va le faire passer du tourment vers la quiétude. À part ce que vous avez cité, est-ce qu'il y a encore d'autres motivations qui a concouru à la création de cette fondation? Effectivement, les motivations sont nombreuses. Vous savez, monsieur le journaliste, que dès sa prise du pouvoir, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'ai salué en passant, avait inscrit sa stratégie de sortir le Congo du gouffre pour assurer son épanouissement dans une idéologie qui se présentait sous forme d'un slogan, je cite, « Le peuple d'abord ». Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la force d'un fleuve vient de ses affluents. Le chef de l'État ainsi que son gouvernement sont en train de conjuguer, nous le voyons aux yeux nus, sont en train de conjuguer des efforts colossaux pour changer, je dirais même, les statuts du Congo et des Congolais. Alors, ils ont besoin des actions concrètes, des actions actives de la part des populations en termes d'initiatives, de conceptions, des idées, de projets pour que ces plans, le peuple d'abord, puisse trouver tout son sens et puisse profiter à la population congolaise. Alors aujourd'hui, quand Djouma Bin Kiboya observe la société, il s'est dit, j'ai l'obligation patriotique d'appuyer, de soutenir les actions qui sont déjà menées par le gouvernement congolais, que ce soit les gouvernements passés, parce que la fondation ne date pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire le régime passé sous le président Joseph Kabila, tout comme dans le régime actuel, ce qu'il continuera à faire même dans les régimes à venir. Je pense que c'est très important et c'est très nécessaire. D'où j'invite immédiatement les Congolais qui nous suivent à pouvoir emboîter le pas à M. Djouma Bin Kiboya à travers la fondation qui porte son nom, en vue, bien entendu, de poser des actes significatifs. Parce qu'à un certain moment, monsieur le journaliste, nous devons éviter de nous demander qu'est-ce que le Congo nous a déjà donné. Le Congo est en panne. Il ne faut pas aller piller un pays qui n'est déjà pas dans un état d'aisance. Nous devons plutôt venir en sapeur-pompier, voyez-vous, nous devons venir en médecin pour apporter à ce pays qui est déjà en panne des solutions afin que nous puissions lui servir de béquille pour qu'il parvienne à marcher tant soit peu et à évoluer vers son développement. Donc cette attitude, moi je l'ai louée et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour moi d'être aujourd'hui membre, cadre au sein de la fondation Djouma Bin Kiboya. Donc, pour répondre brièvement à votre question, je me dis, au-delà de la situation que mon président a vécue lui-même, au-delà bien entendu de sa décision, son engagement d'aller en rescousse aux personnes en difficulté, il y a aussi cette volonté patriotique d'accompagner l'État congolais à pouvoir résoudre tant soit peu le problème du social des Congolais ou le problème de la lutte contre la pauvreté. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Je rappelle que nous recevons pour vous, dans le cadre de la fondation Djouma Bin Kiboya, son directeur de communication, Benz Bwanakawa. Je reviens à vous, Monsieur Benz. Alors, dites-nous les moyens d'action que vous avez dans votre fondation. Très bien. D'ailleurs, avant d'arriver au niveau de moyens d'action, je dois d'abord parler de notre objectif. Okay. D'ailleurs, inutile de parler assez autour de l'objectif. À lire seulement notre devise, vous comprendrez tout. On a dit « vie possible aux pauvres ». Cela veut dire quoi? Un pauvre, c'est une personne qui manque l'essentiel vital. Voyez-vous? Qui manque le minimum vital qui peut l'aider à vivre aisément, à vivre bonnement.
Voyez-vous? Alors, qu'est-ce que nous comptons faire? Nous comptons rendre la vie d'un pauvre possible. Au-delà du fait que cette personne n'a peut-être pas du travail, il n'a pas une rémunération d'élégance, il n'a peut-être pas de biens à mettre en échange contre les autres biens pour assurer ne serait-ce que sa survie, nous avons besoin d'aller vers cette personne pour la mettre dans une position qui lui permette non pas de construire des buildings, non pas de se faire appeler immédiatement milliardaire, mais de régler le problème social de base. C'est-à-dire le problème de se vêtir, le problème des locomotions, le problème de vivre dans une maison humainement confortable, le problème de la scolarisation, le problème d'accès aux soins de santé, c'est-à-dire tout le problème des premières nécessités. C'est ça l'objectif de la fondation Juma Bin Kiboya. Maintenant, puisque nous luttons contre la pauvreté, il nous faut des canaux, il nous faut des environnements d'action où nous nous exerçons. Premièrement, nous sommes dans l'aide aux orphelins à travers différents orphelinats disséminés à travers et la ville de Kinshasa et toute la République démocratique du Congo. Deuxièmement, nous sommes dans l'aide aux femmes veuves en situation difficile. Certainement, on ira dans les détails si vous le souhaitez bien. On ira. Et troisièmement, nous sommes dans la facilitation pour l'obtention des parcelles. C'est-à-dire nous vendons des parcelles, soit cash, soit à crédit. Vous allez d'abord nous vendons des concessions, nous vendons des véhicules, et puis nous assurons ce qu'on appelle l'incubation, le management, ainsi que le lobbying en faveur de projets individuels, tout comme communautaires, collectifs ou des projets d'équipe, si seulement nous constatons que ce projet ou cette initiative touche immédiatement au développement, soit de l'individu, soit de la communauté dont il est membre. Et nous réfléchissons au quotidien pour que nos domaines d'intervention puissent de plus en plus s'ajouter, parce que nous savons que l'aide aux Congolais demande, outre mesure, que nous puissions toucher tous les secteurs nécessaires pour le social de ceux-ci. Alors, en citant vos moyens d'action, vous avez commencé par l'orphelinat. Effectivement. Il y en a tant d'autres dans la ville-province de Kinshasa. Alors, vous pouvez nous dire pourquoi vous avez opté le choix de l'orphelinat? Ah, d'accord. Je l'ai toujours dit dans mes différentes interventions, surtout médiatiques. Un autre problème que nous connaissons au Congo, c'est le problème d'engager les moyens ou d'envisager des solutions proportionnelles à la forme et au fond du problème que nous avons. Je suis allé un jour à Binza Delvaux. J'ai vu un petit garçon, pas un petit, il y a un jeune majeur, qui obtient son diplôme d'État. Il festoie avec ses voisins, la tête totalement saupoudrée. Je l'approche pour lui demander s'il avait fini dans quelle option. Il m'a dit qu'il avait fait la littéraire. Je lui demande encore s'il comptait suivre quelle filière à l'université. Il me répond qu'il comptait étudier les relations internationales. C'était bien. Mais puisque moi je m'y rendais pour un deuil, le lendemain matin, j'apprends que la parcelle des parents de ces garçons s'est écroulée en partie dans l'érosion. Vous connaissez la situation érosive au niveau de Binza Delvaux, Ipen et tout ça. Je partage d'ailleurs la peine avec mes compatriotes de ce coin. Alors je me pose la question, pourquoi ces garçons n'avaient pas été inquiétés par sa situation de précarité de tous les jours, et pourquoi n'a-t-il pas décidé d'aller étudier par exemple le système qui pourrait l'aider dans l'avenir à résoudre le problème érosif dans son environnement direct, mais il préfère aller étudier par exemple les relations internationales qui n'ont rien à voir avec son problème de tous les jours. Déjà le domaine éducatif ou le système éducatif congolais,
je demande aux autorités du pays de pouvoir le revoir. Pourquoi? Parce que nous devons favoriser les domaines scientifiques, les domaines d'enseignement qui touchent immédiatement à nos problèmes réels. Alors, je reviens maintenant à votre question. Pourquoi un orphelinat? Effectivement, parce que Juma Bin Kiboya fut un orphelin. Il demeure un orphelin parce qu'il n'a plus de parents. Mais il y a un certain âge de sensibilité pour parler d'un orphelin. Voilà. Aujourd'hui, c'est un parent, c'est un responsable, c'est un grand encadreur, un grand leader d'opinion, et tout ça, c'est mon président. C'est-à-dire, puisque lui-même a vécu comme orphelin, dans une situation où il n'a jamais connu son père, sa maman s'est débrouillée très difficilement pour le nourrir, alors il s'est dit... Je n'aimerais pas, moi, voir les orphelins en situation difficile manquer les minimums vital qui commence d'ailleurs par l'éducation. Voyez-vous, c'est la raison principale, donc la base pour laquelle nous avons pensé à ériger des orphelinats pour encadrer les enfants orphelins en situation difficile. Des orphelinats ou l'orphelinat? Nous avons des orphelinats. Ici à Kinshasa, ce n'est pas moins de 8. Et à travers le pays, il faut vraiment compter, il y en a nombreux. Nous sommes présents à Haut-Ouélé, nous sommes présents dans la province du Nord Kivu, nous sommes au Sud Kivu, nous sommes au Maniema, et puis nous continuons toujours à nous implanter jusqu'à ce que nous allons couvrir toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et par-dessus, vous avez aussi des dons de la part humanitaire? Déjà, j'ai dit par définition, la fondation, c'est une structure qui met en place un patrimoine à rendre à la population qui en est bénéficiaire, parce que c'est une organisation d'utilité publique. C'est-à-dire l'esprit, parce qu'avec vous les journalistes, il faut être très prudent quand on répond à une question. L'esprit de la fondation n'est pas d'abord celle de se retrouver grâce aux dons que nous pouvons attendre, soit des partenaires divers, soit de l'État congolais et tout ça. Cependant, la loi qui régit aujourd'hui les organisations ou les personnes morales d'utilité publique atteste que parmi les sources de revenus, il y a des dons, il y a des cessions, il y a des subsides, il y a des commissions, il y a toutes ces formes de ressources, de moyens pour se ressourcer. Donc, la fondation, elle aussi, ne ferme pas la porte à toute personne physique, tout comme morale, qui veut bien apporter son soutien. En passant, je salue l'artiste et musicien Fally Ipupa, qui, lors de son dernier passage dans la province de Haut-Ouélé, dans la province Haut-Ouélé, c'est la province orientale actuellement, c'est-à-dire dans la ville de Kisangani, avait visité notre orphelinat et a pu poser un geste. Il y a bien d'autres personnes, je ne vais pas faire leur apologie ici, qui viennent en rescousse aux enfants. Cependant, il ne faut pas confondre. En créant la fondation, l'initiateur, les visionnaires Juma Bin Kiboya, avait su qu'il faudra des moyens pour parvenir à soutenir, à aider les enfants à travers notre fondation. Donc, il faut se dire qu'il y a des moyens qu'à son niveau, il avait déjà mis à la disposition de ces nécessiteux. Ça nous aide déjà à régler quelques problèmes de base. Et je profite aussi pour inviter le gouvernement de la République, pourquoi pas les partenaires internationaux, de penser aussi à cette fondation qui est en train d'abattre un travail vraiment colossal au profit des gangs petits, des pauvres, des nécessités, j'en passe. Ok, deuxièmement, vous avez parlé du microfinance chez les femmes veuves, c'est ça? Oui. Alors, pourquoi les femmes veuves? Effectivement, ça entre toujours dans la même logique de ce que je vous avais dit à l'introduction de vos questions concernant les moyens d'action ou les différentes activités internes de la fondation. Donc, lui n'a que de compassion que pour ce qu'il a entouré de l'enfance.
C'est-à-dire, il a été orphelin, il a un orphelinat. Effectivement. Sa mère était veuve, il a aussi de microfinance pour les femmes veuves. Pourquoi pas généraliser les femmes seulement au lieu de spécifier cela? Monsieur le journaliste, le voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Ok. Vous savez, c'est le gouvernement qui a le devoir, vu sa mission et ses prérogatives, de soutenir tout le monde, de servir tout le monde, soit de distribuer équitablement ce qui revient de droit à tout le monde. Si certains Congolais prennent des initiatives d'accompagner, de suppléer aux efforts de l'État congolais, moi je pense qu'il faut d'abord féliciter. Cependant, on ne saura pas s'occuper de tout le monde. Quand bien même c'est ça l'idéal, on ne saura pas servir tout le monde. Il faut commencer quelque part. Alors, tout homme sérieux, je l'ai dit ici au début, doit d'abord se regarder lui-même pour se demander qu'est-ce que lui-même n'a pas eu. Quels sont les efforts qu'il a fournis pour l'avoir par la suite? Et que doit-il faire pour éviter que les personnes qui se sont retrouvées dans la même situation que lui puissent demeurer dans cette situation-là? C'est ça l'essence du sérieux de Djouma Bin Kiboya qui s'est dit, je commence d'abord par les orphelins, parce que je connais le sens d'être orphelin, puis je vais chez les femmes veuves, parce que je sais à quoi ressemble la vie d'une femme veuve en situation difficile, et puis je vais passer à autre secteur d'activité. Moi, je pense que c'est bel et bien alloué, et voilà. Et vous aimeriez que ce soit quel type autre de femme? Ah, c'est à vous de prendre la décision. Voilà, vous avez aussi cité la vente des parcelles. Non, non, avant d'en arriver là, okay, moi je voudrais spécifier ce que j'appelle les particularités. Okay. Parce que les orphelinats, il y en a plusieurs. Les actions en faveur des femmes veuves, il y en a plusieurs. Les activistes aussi, il y en a plusieurs. Mais chez nous, il y a quand même des particularités. La première particularité pour nous, parlant des enfants, les enfants orphelins ne constituent pas pour nous un fonds de commerce, comme nous le voyons dans plusieurs structures qui s'occupent des orphelins. Chez nous, on entre dans l'orphelinat pour en sortir un jour, mais ne pas en sortir tel qu'on est entré. C'est-à-dire, quand vous venez par exemple nous visiter, la première chose qui va vous impressionner, on va vous montrer la photo de l'enfant que nous avons hébergé. C'est vous qui demandez, je vais voir cet enfant. Et on va vous dire, cet enfant a fait 3 mois, 5 mois, 6 mois chez nous. Et quand vous voyez cet enfant, c'est deux situations diamétralement opposées. Donc, dès le jour où l'enfant arrive, nous commençons à lui offrir notre humanité. C'est-à-dire un traitement semblable à l'humain. Et vous voyez la santé de l'enfant. Vous voyez l'adaptation de l'enfant aux différents métiers, aux différentes formations que nous leur octroyons. Vous serez vraiment estomaqué. Hein, je ne dirais pas estomaqué, mais vous serez heureux, voilà, de voir que nous faisons les choses de cette façon. Donc le souhait pour nous, l'enfant que nous avons soit ramassé, soit récupéré dans une situation d'abandon, qui est hébergé dans notre orphelinat, doit finir par quitter un jour l'orphelinat tout en étant responsable, tout en ayant les atouts qui lui permettra d'aller vivre en tant qu'un homme autonome. Donc il peut exploiter les acquis de notre fondation pour gagner la vie, pour se retrouver dans la vie sans avoir besoin d'un autre type de support. Parlons maintenant des femmes veuves. On ne prend pas n'importe quelle femme veuve. Vous pouvez être veuve, mais vous êtes directrice à la DGDA, vous êtes directrice à la DGM et tout ça. On sait à quoi pourrait ressembler votre train de vie. Mais avec nous, il faut que l'on sente que cette situation de veuvage a conduit, par exemple, à un mode de vie précaire. On doit sentir la précarité. Et lorsque la précarité est constatée, nous venons vous donner le minimum qui puisse vous permettre d'entreprendre, par exemple, dans le petit commerce, afin que vous soyez à même
de vous prendre en charge, de prendre en charge votre foyer, bref, de vous autonomiser. Et on ne le fait pas à la vaille-que-vaille, non. Nous, quand nous constatons que besoin il y a nos délégués qui descendent sur terrain pour faire des enquêtes. À travers ces enquêtes, si nous découvrons qu'il s'agit d'une intervention qui tombe à point nommé et à une adresse voulue, c'est à ce moment-là qu'on intervient. Mais quand il s'agit par exemple de quartiers flottants, comme les marchés par exemple, où les gens n'y dorment pas, ils viennent pour leurs activités et puis retourner chez eux. Qu'est-ce que nous faisons? Nous créons un système de mutualisation, un système d'association où il y a un représentant, il y a quelqu'un qui occupe le sommet ou le chapeau et nous sommes en contact direct. Et pour chuter, toute personne qui se comporte bien dans leur façon de gérer les fonds qu'on a mis à leur disposition, mais aussi de tourner cela à travers leurs activités, deviennent de plus en plus plausibles à nos yeux, mais aussi très éligibles pour parvenir à bénéficier de plus de services et de plus de prestations de notre part. D'accord, merci beaucoup pour ces éclaircissements, Monsieur Benz Bwanakawa. Je rappelle que vous êtes le directeur des communications de la fondation Juma Bin Kiboya.